Eh bien, la Biélorussie a cédé. Si tu crois que c'est fini, détrompe-toi, ce n'est pas le cas. En fait, non, ne me crois pas sur parole. Laisse-moi t'expliquer. Je fais bien sûr référence à l'ultimatum de Zelensky à la Biélorussie la semaine dernière. Cessez d'aider la Russie dans ses attaques de drones contre l'Ukraine, ou nous vous en empêcherons physiquement. Le président de l'Ukraine a eu la gentillesse d'accorder 7 jours pour une réponse. Peut-être complètement perplexe que ce ne soit pas un délai de 2 semaines. Loukachenko a été encore plus aimable et a répondu en 3 jours alors que nous venions d'apprendre la situation hier. Les systèmes que la Russie utilisait sont maintenant éteints, bien que savoir s'ils sont vraiment éteints ou simplement désactivés pourrait prolonger le drame. Et donc ce que je veux faire aujourd'hui, c'est aborder plus en détail ce qui se passait auparavant. Expliquer le changement tactique que la Russie a opéré ces derniers jours et discuter des raisons. La baisse des attaques contre l'Ukraine durant ces jours ne sera pas un effet durable de l'hésitation biélorusse. Ensuite, j'aborderai comment la conformité russe dépendra des actions de l'Ukraine et pourquoi les hostilités entre l'Ukraine et la Biélorussie restent les préoccupantes. Mais commençons par le grand changement. Voici quelle était la stratégie russe typique il y a quelques semaines. La Russie exploite au moins 5 aérodromes standards à l'est de la Biélorussie qui lancent régulièrement des drones Shahed. Ces drones longent ensuite la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie, à la fois pour se protéger des défenses ukrainiennes et pour bénéficier du guidage par signaux. Ils effectuent ensuite de brusques virages à gauche et se dirigent vers leur cible finale. Voici quelques chiffres généraux pour illustrer l'ampleur du problème dans son ensemble, bien que nous n'ayons pas de données publiques sur le cas précis évoqué. En 2025, la Russie a lancé environ 55 000 drones de type Shahed contre l'Ukraine, dont environ 32 000 étaient peints de véritables drones d'attaque, contrairement aux leurs. En l'absence de totaux annuels spécifiques pour Kyiv, je peux vous dire que la journée la plus intense de l'année a vu entre 300 et 500 drones dirigés vers la ville. Notez que pour ce problème, les drones attaquent de plusieurs directions et la Russie frappe aussi d'autres villes que Kyiv. Il est donc très difficile de donner un chiffre précis sur le nombre de drones avec lesquels la Biélorussie apporte son aide, et il vaut mieux simplement décrire cela comme un problème de manière plus générale. Les propres chiffres de la Biélorussie indiquent qu'il y a eu 1400 violations de l'espace aérien au cours de l'année et 520 drones se sont écrasés à l'intérieur des frontières biélorusses. Je considère cependant ces statistiques comme le minimum des chiffres réels. Des chiffres élevés suggèrent un gouvernement faible incapable de contrôler son espace aérien. Par conséquent, il y a une incitation à sous-déclarer l'ampleur réelle du problème. La Russie a placé des répéteurs sur des antennes relais classiques en Biélorussie pour des raisons tactiques. Ce sont principalement des dispositifs de communication assurant l'orientation correcte des Shahed russes. Ils peuvent également aider les drones à se rétablir face aux tentatives de brouillage ukrainiennes si cela devait arriver. Eh bien, la grande nouvelle d'hier, c'est que ces répéteurs ne fonctionnaient plus. La signification exacte n'est pas claire. Il est possible que la Russie ait simplement appuyé sur l'interrupteur pour les arrêter, et donc ils ne diffusent plus. Il est également possible que la Russie les ait démantelés ou soit en train de le faire. Dans tous les cas, l'effet à court terme est évident. Aucune attaque massive de Shahed n'a eu lieu récemment à la frontière. Pour spéculer sur ce qui s'est passé en coulisses, la Biélorussie a pris conscience de la menace croissante des drones ukrainiens de moyenne portée et a conclu que la probabilité d'une action cinétique contre la Biélorussie était trop élevée. Ce qui est intéressant ici, c'est que Loukachenko a apparemment convaincu Poutine d'accepter cela. Il y a quelques jours à peine, il n'était pas clair si le Kremlin allait forcer la main de son partenaire de l'État de l'Union pour obliger l'Ukraine à agir ou à se taire. On peut interpréter ici que la Russie manque simplement de pouvoir de négociation face à la Biélorussie pour imposer sa politique. Le Kremlin pourrait aussi craindre pour la stabilité du gouvernement de Minsk et toute instabilité causée par des attaques ukrainiennes ne servirait aucun intérêt pour les deux membres de l'État de l'Union. Le scepticisme persistera quant à la volonté de la Biélorussie et de la Russie de respecter cet engagement sur le long terme. C'est en effet l'interprétation de l'opposition biélorusse qui publiait au même moment un rapport selon lequel Loukachenko se préparait à entrer en guerre. Pour être clair, cela pourrait être le cas. Cependant, pour ce que ça vaut, le Kremlin nie qu'il y ait une quelconque pression sur la Biélorussie pour qu'elle participe.
Mais nous devons être prudents ici, car l'opposition a intérêt à faire paraître le gouvernement complètement déraisonnable, plutôt que simplement en grande partie déraisonnable. Le rapport indique seulement que la Biélorussie a accru ses dépenses de défense et recruté plus de soldats, ce qui est logique avec une guerre à sa frontière, et que l'Ukraine a récemment démontré sa capacité à envahir Koursk. Rien ici n'est imminent, contrairement à ce que l'administration Biden avait signalé avant l'invasion. Cela reste une préoccupation possible, mais le rapport ne devrait pas vraiment influencer votre opinion. Revenons à la question des répéteurs. J'ai mentionné il y a un instant que la chute soudaine des attaques de drones dans ce corridor nord ne durerait pas. Je vais vous expliquer ce que je veux dire en général. Supposons que les répéteurs soient éteints. Eh bien, l'effet immédiat, pour l'instant, c'est que la route d'attaque nord vient de devenir nettement plus difficile à emprunter pour la Russie. Si l'on réfléchit à la manière dont l'Ukraine aurait dû répartir ses défenses au préalable, elle aurait cherché à équilibrer sa vulnérabilité sur tous les fronts pour empêcher la Russie d'exploiter une faiblesse. Si vous maintenez les défenses ukrainiennes constantes et rendez soudainement une voie plus difficile, la Russie déplacera simplement ses attaques ailleurs. Cela, à son tour, rend toutes les défenses ukrainiennes au nord inutiles. Pas dans le sens où elles ont été détruites, mais plutôt dans le sens où elles ne sont finalement pas utilisées. Certaines de ces défenses doivent donc être redéployées vers d'autres axes d'attaque pour rééquilibrer la situation. Donc à long terme, l'effet d'équilibre de base est que l'Ukraine ressente le soulagement partout ailleurs également, et que Kiev ressente le même niveau de soulagement que ces endroits. Par conséquent, si vous vivez à Kiev, respirez un peu plus facilement, mais ne croyez pas que soudainement tout deviendra facile. Ce qui manque à cette conversation, tant dans les médias en général que dans la mienne jusqu'à présent, c'est à quel point la conformité biélorusse ou russe dépendra de ce que l'Ukraine fera ensuite. Et cela dépend aussi du statut exact des répéteurs. Le cas le plus simple, c'est si les répéteurs sont démantelés. Alors on peut supposer que l'Ukraine pourra aussi remarquer si la Russie essaie de les reconstruire. Si c'est le cas, l'Ukraine peut les ignorer en développant sa nouvelle posture défensive, mais doit rester prête à réagir si le renseignement détecte que la Russie réinstalle les répéteurs. Le cas le plus difficile, c'est si la Biélorussie a littéralement actionné un interrupteur pour les éteindre. La prochaine fois que la Russie prévoit une attaque, elle a 3 options. Premièrement, attaquer ailleurs. Deuxièmement, attaquer par la route du Nord sans les répéteurs. Et troisièmement, attaquer par la route du Nord avec les répéteurs réactivés. Le principal frein à la troisième option est que la Russie devra payer un prix en contrariant la Biélorussie. Peut-être que contrarier la Biélorussie ne vaut pas la peine, peu importe le déploiement offensif ukrainien. Mieux vaut attaquer par la route du Nord sans répéteurs si c'est la direction voulue par la Russie. Dans ce cas, le dilemme revient au problème classique de répartition défensive. Déterminer si c'est effectivement le cas n'est pas une tâche simple. Aucun de nous, de ce côté du brouillard de guerre, n'a une bonne idée de la situation, et je suis sûr que c'est un sujet de discussion en Ukraine en ce moment. En revanche, si la Russie envisageait d'attaquer par la route du Nord, alors l'Ukraine aurait intuitivement besoin de maintenir une protection plus importante dans cette zone par rapport au cas précédent. Cependant, plus il est tôt coûteux pour la Russie de fâcher la Biélorussie, moins l'Ukraine doit consacrer d'efforts à cette région. Ceci s'explique par le fait que la Russie trouve que les autres cibles semblent comparativement plus attractives, ce qui oblige donc l'Ukraine à protéger ces zones. L'endroit où nous verrons finalement l'attaque, et si les relais restent finalement silencieux, dépend de la vulnérabilité particulière de la zone nord lors d'une nuit donnée. Ce deuxième cas est évidemment pire pour l'Ukraine, qui doit maintenant envisager une capacité offensive russe plus forte. Voici le dernier point d'aujourd'hui. Le drame avec les répéteurs n'est pas encore terminé. Pour être clair, je ne parle pas seulement du fait que l'Ukraine pourrait réaffecter ses défenses au point que la Russie veuille les réactiver, même si cela causerait encore plus de drames. Le problème c'est que l'Ukraine pourrait juger la situation inacceptable si les répéteurs ont été éteints plutôt que détruits. Notez que la déclaration initiale de Zelensky sur ce sujet était assez évasive, ce qui me fait penser que c'est le principal sujet de discussion dans la salle de stratégie. C'est pareil pour les gens du renseignement.
Anticiper le sujet en comparant la qualité des résultats pour Kiev selon qu'elle sait les répéteurs partis ou qu'elle doit forcer la Russie à rester honnête sans les rallumer. Eh bien, il y a une autre option ici. L'Ukraine pourrait refuser à la Russie la possibilité d'appuyer sur un interrupteur en détruisant simplement l'infrastructure associée au répéteur. Le coût et la nécessité de frapper le sol biélorusse, soulevant des inquiétudes sur une possible réaction de Loukachenko qui pourrait renforcer son soutien à la Russie. Vous pouvez voir comment cela serait présenté. La Biélorussie agissait de manière raisonnable, écoutant les préoccupations de l'Ukraine et convainquant Moscou de les couper. Pourtant, Kiev a attaqué malgré tout, visant des tours de téléphonie mobile biélorusses pouvant aussi servir d'infrastructure civile. Malgré les efforts de Minsk pour rester neutre, Kiev n'a laissé aucune autre alternative à son voisin. Bien sûr, ce n'est qu'une des directions que cela peut prendre. Il y a seulement quelques jours, nous discutions de la possibilité que Loukachenko soit beaucoup plus inquiet de la situation et ne veuille pas riposter si l'Ukraine limitait ses frappes à des cibles militaires. Vous vous rappelez que Zelensky avait aussi menacé de frapper les raffineries biélorusses, ce qui semble être oublié pour l'instant. Si c'est le cas, alors la campagne de coercition n'a que légèrement changé par rapport à la semaine dernière. L'Ukraine pourrait à nouveau menacer la Biélorussie, réaffirmant que les répéteurs doivent être retirés, pas seulement éteints. La Biélorussie devra alors prendre une décision cruciale. La seule différence, c'est que nous savons désormais qu'Alexandre Loukachenko était prêt à proposer la situation actuelle comme compromis. Au cas où cela n'était pas déjà parfaitement clair, cette guerre entière est un véritable chaos, et il ne semble pas qu'elle va s'améliorer de sitôt. Quelles sont nos conclusions pour aujourd'hui ? La Biélorussie a cédé, mettant hors service les stations relais qui guident donc les drones russes. Les habitants de Kiev ont ressenti un soulagement immédiat face aux attaques de drones, mais à long terme, cela profitera surtout aux autres zones menacées plutôt qu'à Kiev. Que la Biélorussie ou la Russie respectent l'accord tacite dépendra de la manière dont l'Ukraine réorientera exactement ses défenses, ce qui représente également un calcul délicat pour l'Ukraine. Il existe cependant une alternative. L'Ukraine frappe quand même les répéteurs. Cependant, cela dépendra d'un nouveau cycle de négociation. En attendant, soumis à un nouveau cycle de négociation, on dirait quelque chose qui pourrait apparaître dans chaque chapitre de l'un de ces deux excellents livres sur le début de la guerre. Voir la description de la vidéo pour plus d'informations à leur sujet. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous retrouve demain. Prenez soin de vous.